promise me I'll be back in time. Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei. Dans ce nouvel épisode de Ciné Rétro, nous allons nous consacrer à l'année 1998 à 2002. C'est parti, générique. Blade est un film américain réalisé par Stephen Norrington, sorti en 1998. Il met en scène le personnage édité par Marvel Comics Blade, créé par Marv Wolfman et Gene Colan en 1973. Le film est un succès commercial, a vendu plus de 70 millions de dollars de recettes au box-office américain et 131,2 millions de dollars total avec l'étranger. Malgré des critiques mitigées, il reçoit un accueil positif du public et il débute et depuis considéré comme un film culte. C'est le premier volet de la série des films Blade qu'ils ont précédé après Blade 2 et Blade Trinity. Tous les deux écrits par David C. Goyer et qui a également été réalisé le dernier. Le succès Blade a surtout provoqué une remontée de l'intérêt des studios de production pour le genre de film de super-héros, alors que 3 films l'année précédente, Batman, Robin, Spawn et Steel, avaient failli enterrer le genre par leur échec retentissant. Blade est un individu mi-humain, mi-vampire, dont la mère est mordue pendant sa grossesse et prétendument morte en couche. Depuis, aidé par Abraham Whistler, qui l'a recueilli lors de son adolescence, il combat les vampires ennemis, dont Deacon Frost, qui veut devenir le vampire le plus puissant du monde. Lors d'une embuscade dans un hôpital, Blade rencontre le docteur Karen Johnson qui va l'aider à soigner sa soif de sang et venger la mort de sa mère. Donc, qu'est-ce que j'aime dans la licence Blade? C'est d'ailleurs, bien sûr, Wesley Snipes, qui est un acteur génialissime, qui a fait plusieurs films, dont un avec Stallone dans Demolition Man. Il était fait pour jouer Blade, et du coup, le premier et le deuxième film sont géniaux, sauf le troisième est moins bien. Le deuxième a été réalisé par Guillermo del Toro, qui est pour moi le meilleur de la liste de la trilogie. Et le troisième, qui a été l'intérêt de Dracula avec Dominique Purcell, qui jouait dans la série événement Prison Break, avec Ryan Reynolds qui devient par la suite Deadpool. Ils sont pas les meilleurs, ils sont pas les plus intéressants, mais bon, le premier et le deuxième restent des références. On passe au deuxième film. Donc, nous allons passer au deuxième film. Mais avant, je vais vous parler de tous les films qui sont sortis en 98. D'abord, nous avons Godzilla, le film avec Jean Reno et Matthew Broderick, qui est sorti en 98. Vous avez le premier film X-Files, le film. Vous avez le premier film The Ring en version japonaise. Le premier film de Taxi avec Sami Nasseri et l'autre français dont j'ai oublié son nom. Vous avez Ennemi d'État avec Will Smith et un autre acteur hyper connu, je crois que c'est Gene Hackman. Et le dernier, Amergadon, avec Bruce Willis et Ben Affleck qui vont sauver le monde d'une météorite qui va détruire la planète. Coupé de Zorro, réalisé par Martin Campbell. Le scénario, c'est Ted Elliott et Terry Rossio. Les acteurs principaux sont bien sûr Antonio Banderas dans le rôle de Zorro et Anthony Hopkins qui joue le rôle du premier Zorro qui est Don Diego de la Vega. Et on avait Katrina Zeta-Jones qui jouait le rôle de Elena, la fille de Zorro, enfin de Diego de la Vega, Don Diego de la Vega. Donc le film à la base c'était Sean Connery qui était prévu pour le premier choix à être auditionné pour le rôle de Don Diego de la Vega, mais Anthony Hopkins a hésité à rejoindre l'équipe car il souffrait d'une terrible mal de dos. Malgré tout, il accepta finalement de incarner Don Diego. Shakira fut pressentie pour le rôle de Elena de la Vega, mais refusa le rôle qui fut donné
à Catherine Zeta-Jones. C'est intéressant tout ça. Le Masque de Zorro a été initialement supposé sortir le 19 décembre 1997, avant que la date ne soit modifiée pour une sortie en mars 98. Certaines sources ont même prétendu que la société TriStar Pictures avait souhaité changer de date à la sortie du film et ne pas être en compétition avec Titanic de James Cameron, qui s'aurait fait gifler clairement. En réalité, le film a rencontré des problèmes de production qui ont obligé les producteurs à rallonger le tournage. Par la suite, la date de sortie du film fut une nouvelle fois modifiée, cette fois-ci pour le mois de juillet 1998. Alors, pour promouvoir le film, TriStar dépensa 1,3 million de dollars dans un spot publicitaire diffusé pendant le Super Bowl 32. C'est énorme. Le film, dans sa globalité, a été bien accueilli et par la critique au moment de sa sortie en salle en 1998. Lors de son avant-première espagnole, le film le roi d'Espagne Juan Carlos et sa famille, excusez-moi, firent le déplacement le 10 décembre 1998 en une séance spéciale et organisée pour le prince Charles et ses deux fils. Le Masque de Zorro sort aux États-Unis le 17 juillet 1998, dont 2515 cinémas engrangent 22 525 855 dollars. Voilà, ça c'est pour la recette. Lors de son week-end d'ouverture, le film perd sa position de numéro 1 dès son second week-end d'exploitation avec les sorties de films Il faut sauver le soldat Ryan et Marie à tout prix. Ouais, il est mal tombé quoi. Après 11 semaines d'exploitation aux États-Unis, le film a amassé des recettes s'élevant à 94 095 523 dollars, rien que ça, pour un total mondial de 250 288 523. C'est mieux. On comprend. Voilà. En France, le film sort le 14 octobre 1998 et réalise un total de 3 440 187 entrées. On va parler bien sûr, en 1999 sort le film référence, le film qui a cartonné partout dans le monde, The Matrix, qui est fait par les frères, à l'époque c'était des frères Wachowski. Donc, musique c'est Don Davis, les acteurs principaux sont bien sûr Keanu Reeves, Laurent Fishburne et Carrie Ann Moss et Hugo Weaving. Société de production c'est Warner Bros bien sûr, et Silver Pictures. D'accord. La Matrice est un film de science-fiction de type cyberfilm australo-américain, écrit et réalisé par les Wachowski, sorti en 1999. Il dépeint un futur dystopique, un futur, on va dire tout simplement, dans un futur proche, dans lequel la réalité perçue par la plupart des humains en fait une simulation virtuelle appelée la Matrice, laquelle est créée par des machines douées d'intelligence afin d'asservir les êtres humains à leur insu. Et se servir de la chaleur et de l'activité électrique de leur corps comme source d'énergie. Lorsque le programmeur informatique Neo apprend cette vérité, c'est le début de la rébellion. Le film est un succès au box-office, il totalise 460 millions de dollars de recettes dans le monde et il est très bien reçu par les critiques américaines et remporte 4 Oscars, effets visuels, montage et montage sonore, ainsi que d'autres récompenses telles que le BAFTA, le BAFTA, des Saturn Awards. Les critiques y trouvent particulièrement divertissant en appréciant ses effets visuels innovants. Il est considéré comme l'un des films de science-fiction les plus importants de son époque, et je rajouterai le plus important. Les œuvres cinématographiques. En 2012, il entre au National Film Registries. Yeah. Attends. Matrix est le premier volet de la série des films Matrix qui se poursuivra avec Matrix Reloaded et Matrix Révolution et Matrix Résurrection qui va sortir cette année, en 2021. Des produits dérivés apparaissent dans le domaine de la bande dessinée, du jeu vidéo et des courts-métrages d'animation. Matrix a popularisé le bullet time, un effet visuel dans lequel la progression des personnages est perçue au ralenti, tandis que la caméra paraît se déplacer à la vitesse normale. Les scènes d'action indiquent l'attrait des auteurs pour l'animation japonaise et des films d'arts martiaux. L'utilisation des combats chorégraphiés et du wire view, issu du cinéma d'action hongkongais, a une influence sur les productions cinématographiques hollywoodiennes ultérieurement. Coupe. Le film est classé dans la catégorie cyberpunk et un sous-genre de science-fiction
Les exégètes y voient des références à des concepts œuvres philosophiques, religieuses en particulier, à l'allégorie de la caverne de Platon, à la simulacre et simulation de Jean Baudrillard, voire aux aventures d'Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll, bien sûr. Et d'autres y sont surtout vus une métaphore particulièrement adaptée de tous les thèses affirment la réalité cachée et autrement dit, au complotisme. Non, en gros, voilà, c'est ça. Et les gens, ils ont vu des trucs qui n'existaient pas, voilà. Donc, en 99, il n'y a pas eu que Matrix qui est sorti, il y a plusieurs films, donc je vais vous donner la liste. Nous avons le premier film de La Momie avec Brendan Fraser qui va avoir une trilogie par la suite. Vous avez Sleepy Hollow avec Johnny Depp. Vous avez le premier film des volets des aventures d'Astérix et Obélix contre César. Et Le Flic de haut vol avec Martin Lawrence qui est une comédie policière avec le copain de Will Smith dans Bad Boys. En 1999 se voit le retour d'une certaine licence très très connue du monde entier, bien sûr. Nous nommons bien sûr Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme, qui a été réalisé par George Lucas, scénarisé par George Lucas et la musique de John Williams. Les acteurs principaux sont Liam Neeson, Ewan McGregor et Nathalie Portman et Samuel Jackson par la suite. Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme est un film américain de science-fiction de type space opéra, sorti en 1999, écrit et réalisé par George Lucas. C'est 16 ans après le retour de Jedi que George Lucas ouvre une nouvelle trilogie qui sera une préquelle qu'on appelle la prélogie. Le film a également été la 4e réalisation de Lucas après 22 ans. C'est ouf quand même, 22 ans. C'est l'écriture du scénario le 1er novembre 1994. La pré-production du film dure 2 ans. Le tournage lui-même se déroule en juin à septembre 1997, principalement au studio de Lavensden en Angleterre, mais aussi en Tunisie et en Italie. La Menace Fantôme est l'un des premiers films à utiliser des environnements numériques où se côtoient des acteurs réels et des personnages en images de synthèse. Comme dans les films Star Wars précédents, la musique est composée et réalisée par John Williams. Cet épisode sorti en VHS en 2000 et en DVD en 2001 est le seul de la saga à avoir connu une ressortie mondiale au cinéma en 3D en 2012, qui est La Menace Fantôme, a également engendré un nombre important de produits dérivés. De critiques mitigées, La Menace Fantôme est un grand succès financier. En battant plusieurs records au box-office des États-Unis, il bat le record du monde perdu de Jurassic Park, du plus gros revenu brut en une seule journée, avec plus de 28 millions de dollars le jour de sa sortie. Il est le plus rapide de franchissement de barre des 100 millions de dollars en 5 jours seulement. Il devient également le film ayant atteint le plus rapidement la barre des 200 et des 300 millions de dollars. Continuant sur sa lancée, il atteint 431 millions plutôt. 431 millions aux États-Unis et frôle 1 milliard de dollars au niveau mondial. Il devient ainsi le film ayant le plus rapporté pour l'année 99. À cette époque, après l'ajustement par rapport à l'inflation des prix des billets, le film se classe comme étant le 19e plus gros succès. En France, avec 7 331 000 centrés, le film est classé 3e position au box-office de l'année 99, derrière Astérix et Obélix contre César et le Tarzan de Walt Disney Pictures. La Menace Fantôme est nommée à 3 Oscars au cinéma, meilleurs effets visuels, meilleur mixage de son et meilleur montage de son. Perd les 3 face au film Matrix. Le film reporte cependant les Saturn Awards des meilleurs costumes et des meilleurs effets visuels et d'autres récompenses comme le MTV Movie, le TV Award et la meilleure scène d'action. Parallèlement, le film reçoit 7 nominations pour les Razzie Awards, pire film, pire réalisateur, pire scénario, pire second rôle masculin, Ahmed Best ou Jack Lloyd, pire second rôle féminin de Sofia Coppola, pire couple de cinéma et Jack Lloyd et Nathalie Portman. Alors, avant de passer en l'année 2000, je vais vous parler bien sûr de Star Wars et de Matrix. Bon, bien sûr, je suis gros fan de Matrix, ça vous le savez déjà, donc je vais pas vous raconter pourquoi j'adore Matrix. Pour moi, il a référencé le cinéma, il a évolué, il a fait faire un bond. Et Star Wars épisode 1, bon, même s'il est mal aimé de la prélogie des Star Wars, ça reste un bon film, très bon. Moi, je trouve que c'est un très bel hommage au premier Star Wars, et du coup, c'était bien de relancer sur une prélogie sur la naissance de Dark Vador. Pour moi, c'était une bonne idée.
Donc en 2000, on passe déjà à l'année 2000, un film va aussi changer la donne, qui va s'appeler Gladiator, qui est réalisé par Ridley Scott, d'ailleurs on en a déjà parlé, qui est un grand réalisateur. Le scénario est David Franzoni et John Logan et William Nicholson. Les musiques sont Hans Zimmer, d'ailleurs c'était des meilleures bandes BO de films que vous avez jamais vu de votre vie. Les acteurs principaux sont Russell Crowe, Joaquin Phoenix, et bien sûr plein d'autres acteurs, donc je ne citerai pas. Société de production, c'est DreamWorks Pictures et Universal Pictures et Scott Free Productions. Donc Gladiator est un film américano-britannique réalisé par Ridley Scott et sorti en 2000. Gladiator revisite le genre du péplum, dont le premier film majeur avait été réalisé dans les années 1960. Le film ne fond pas sur les événements réels, mais reprend les noms de certains traits de personnalité de l'empereur Marc Aurèle et de ses enfants Commodo et Lucilia. L'intrigue raconte ainsi la chute du général romain Maximus Decimus, Russell Crowe, destiné à devenir le successeur de Marc Aurèle Richard Harris, avant que l'empereur ne soit assassiné, généralement brutalement trahi et laissé pour mort par l'ambitieux maléfique Commode de Joaquin Phoenix, qui en profite pour revêtir le pourpre. Maximus, dont la famille a été massacrée, va devenir un esclave, un gladiateur et conquérir le cœur du peuple romain par ses talents de combattant dans l'arène du Colisée, et finalement affronter Commode dans un ultime combat. Corny Nilsson et Ralph Moller et Digimon Husson et Derek Jacobi font aussi partie de la distribution. Outre le fait qu'il fut un succès commercial avec des recettes dépassant les 450 millions de dollars américains pour un budget de 103 millions de dollars, le film remporte de nombreux prix, en particulier 5 Oscars, récoltés lors de la 73e cérémonie des Oscars, dont celui du meilleur film et celui du meilleur acteur pour Russell Crowe. Donc, ce qu'on peut dire de Gladiator est un film magnifique, c'est un chef-d'œuvre comme je les appelle. Franchement, vous le regardez, c'est quand même presque 3 heures de film, mais c'est tellement beau et c'est tellement magnifique, les combats sont géniaux que vous en redemandez toujours et encore. Donc, avant de passer au second film dans les années 2000, le Grinch est sorti à cette époque-là, American Psycho est sorti à cette époque-là, et Mission Impossible 2 avec Tom Cruise, réalisé par John Woo. Et nous avons un film aussi qui va être très très connu, qui va être repris par Squid Game et plein d'autres, qui s'appelle Battle Royale, qui est un film japonais. Et aussi un film avec Jet Li, qui s'appelle Roméo doit mourir. Voilà, pour les films qui sont sortis en l'année 2000. On passe au second film. En année 2000, un film va aussi montrer le bout de son nez, qui va relancer un style, qui est X-Men, qui est réalisé par Bryan Singer, et le scénario c'est David Hayter. La musique c'est Michael Kamen. Les acteurs principaux sont bien sûr Patrick Stewart, Hugh Jackman, qui va être révélé au grand public grâce à, bien sûr, le fameux X-Men. Nous avons aussi Ian Malcolm et Fekme Jameson. Donc c'est fait par 20th Century Fox, Marvel Entertainment et Bad Hat Harry Productions. Le film X-Men est sorti en année 2000 réalisé par Bryan Singer. C'est le premier film de la série des X-Men mettant en scène les personnages de séries de comics X-Men Marvel Comics créés par les scénaristes de Stan Lee et du dessinateur Jack Kirby. Le film marque le début des séries de films X-Men. Il sera suivi de X-Men 2 du même réalisateur et sorti 3 ans plus tard. Le film a connu un important succès commercial, remportant 296 milliards 339 millions 527 dollars au box-office mondial, dont 157 millions 299 117 aux États-Unis et au Canada. Des recettes classent au 9e rang des films ayant le plus rapporté au box-office dans les années 2000. Il réalise un total de 1 932 376 entrées en France, 315 219 en Belgique, et 148 828 en Suisse. Voici un tableau résumant les principaux résultats enregistrés au box-office par le film. Entre 2000 et 2012, X-Men a été sélectionné 40 fois dans diverses catégories et a remporté 13 récompenses. C'est pas mal pour un film de super-héros. En 2001 vient aussi un film qui va aussi changer la donne, qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, qui est support d'origine le roman Le Seigneur des Anneaux, qui sont sortis en 1954 et 1955. L'auteur d'origine est J.R.R. Tolkien. Nombre de films, il y en a 3.
Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, sorti en 2001. Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi en 2003. De toute façon, pendant pas mal de temps, il y a eu, chaque Noël, il y a eu un nouveau volet des aventures de nos amis de la communauté de l'anneau. Alors, la société de production, c'est New Line Cinema et Wingnut Films. Le pays d'origine est bien sûr États-Unis et Nouvelle-Zélande et la catégorie est Fantasy. Donc, le Seigneur des Anneaux est une trilogie cinématographique fantasy américano-zélandaise réalisée par Mr. Peter Jackson et fondée sur le roman du même nom en 3 volumes de J.R.R. Tolkien. Les films composent cette trilogie, soit La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi en 2003. Ce projet est considéré comme l'un des plus ambitieux de l'histoire du cinéma avec un budget de 285 millions de dollars. Il a commencé à être développé par Jackson en 1995 et s'est concrétisé avec le studio de production New Line Cinema. Après que Miramax Film l'a abandonné, le projet entier dure 8 ans. Bien que le tournage des 3 films se déroule simultanément entre octobre 1999 et décembre 2000, a eu lieu entièrement en Nouvelle-Zélande. Une version longue de chaque film de la trilogie est sortie en DVD environ 1 an après la sortie cinéma. Les 3 films ont été un grand succès commercial rapportant au total presque 3 milliards de dollars. Lors de leur sortie dans les salles, ils ont globalement été acclamés par la critique. Ils ont été fortement récompensés, remportant notamment 17 Oscars et sur 30 nominations. Le dernier film de la trilogie, Le Retour du Roi, remporte 11 Oscars, auquel il a été nommé également Ben-Hur Titanic pour le record le plus grand nombre d'Oscars reçus pour un film. La trilogie reçut de nombreux prix pour la distribution, pour les effets spéciaux, pour l'infographie. Les films ont également apporté un regain d'intérêt et une reconnaissance du grand public pour l'œuvre de Tolkien, malgré quelques controverses sur les différentes entre le livre et leur adaptation. Par la suite, après le succès de la première trilogie, Peter Jackson décide de s'associer au studio MGM et en plus de la New Line afin d'adapter le Hobbit au cinéma entre 2012 et 2014. Donc, un autre film va sortir à la période de Noël en 2001, qui va être aussi le grand rival du Seigneur des Anneaux, qui va sortir aussi chaque année à Noël, comme par hasard. Et bien sûr, Harry Potter et l'école des sorciers est un film fantastique britannique-américain réalisé par Chris Columbus, sorti en 2001. Il est suivi par Harry Potter et la Chambre des Secrets en 2002. Le film est adapté du roman du même nom de J.K. Rowling, sorti en 97, produit par David Heyman et écrit par Steve Kloves. Il constitue le premier volet de la série des films Harry Potter, mettant en vedette Daniel Radcliffe dans le rôle de Harry Potter, Rupert Grint dans le rôle de Ron Weasley et Emma Watson dans le rôle de Hermione Granger. Son intrigue suit la première année scolaire de Harry Potter à l'école Poudlard alors qu'il découvre qu'il est un sorcier célèbre. Acheté les droits pour l'adaptation en 1999 pour 1 million de livres sterling, et c'est égal à 1,65 million de dollars. La production a commencé au Royaume-Uni en 2000 par Chris Columbus, ayant été choisi pour réaliser le film parmi une liste restreinte de réalisateurs comprenant Steven Spielberg et Rob Reiner. Rowling a insisté pour que la distribution soit britannique et les acteurs principaux ont été la suite du casting ouvert. Le film a été tourné à l'Evanston Film Studio et dans certains bâtiments historiques du Royaume-Uni entre 2000 et mars 2001. Le film est sorti en salle peu avant Noël 2001. Il est devenu un succès critique et commercial rapportant 974 millions de dollars au box-office mondial lors de sa première diffusion et plus d'1 milliard de dollars avec les rééditions ultérieures. Il est devenu le film le plus rentable de 2001. Et à cette époque, le deuxième film le plus rentable de tous les temps, le film a été nominé pour de nombreux prix, notamment aux Oscars, pour la meilleure musique originale, la meilleure direction artistique, la meilleure création des costumes. Il a été suivi par 7 suites, commençant par Harry Potter et la Chambre des Secrets en 2002, et on s'est terminant avec Harry Potter, les Reliques de la Mort, partie 2 en 2011, près de 10 ans après sa sortie du premier film. Les autres films qu'ils ont cartonné en année 2001, ce sont Fast and Furious 1, Tomb Raider 1, Chevalier avec Heath Ledger, Ocean 11 avec George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon qui est le premier volet, Shaolin Soccer 1 et Le Pack des Loups, le film de Christopher Gans avec Marc Dacascos et Samuel Le Bihan. Alors, en 2002 vient aussi un film qui va aussi pour moi révolutionner le cinéma, d'ailleurs tout le monde a reconnu sûrement la musique,
Donc Spider-Man, réalisé par Sam Raimi, scénario de David Koepp, les acteurs principaux sont Tobey Maguire, Kristen Dunst, William Dafoe et James Franco. Société de production, c'est Columbia Pictures, Marvel Entertainment et bien sûr Sony qui a récupéré les droits. Spider-Man est un film américain réalisé par Sam Raimi, sorti en 2002. C'est l'adaptation cinématographique du comics de Marvel Spider-Man, créé par Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko. Il a donné lieu à 2 suites, Spider-Man 2 en 2004 et Spider-Man 3 en 2007. La bande originale du film a été composée par Monsieur Danny Elfman en 2002 sous le titre Spider-Man Original Motion Pictures. Le film récolte au total 406 millions de dollars de recettes aux États-Unis et au Canada, 418 millions de dollars de recettes en international, pour un total de 821 millions de dollars de recettes mondiales. En France, il a été réalisé plus de 6 millions d'entrées, ce qui fait de lui le film de super-héros le plus rentable en France, jusqu'à paraître dépassé par Avengers Endgame en 2019. Alors, avant de passer au second film que j'ai choisi pour l'année 2002, avant que ça soit le dernier bien sûr, Astérix et Mission Cléopâtre est sorti aussi en 2002. Nous avons Scooby-Doo, le premier volet et le premier film live sur les aventures de Scooby-Doo. Nous avons 8 Mice, le film qui a été réalisé en acteurs principaux, qui raconte un peu une biopic fantastique de Eminem. Nous avons le dernier film de la licence de Pierce Brosnan, enfin de l'ère Pierce Brosnan des James Bond, qui sera Die Another Day. Tom Cruise, quant à lui, réalisera un film de science-fiction avec Steven Spielberg, dont le nom Minority Report, qui est un des plus grands films de science-fiction de cette époque-là. Et aussi, bien sûr, les deuxièmes volets des aventures de Seigneur des Anneaux avec les 2 tours, et Harry Potter et la Chambre des Secrets. Arrive un nouveau aussi film d'action qui va révolutionner les films d'action, qui s'appelle La Mémoire dans la peau, qui est réalisé par Doug Liman. Le scénario, c'est Tony Gilroy et William Blake Heron. Les acteurs principaux sont Matt Damon, Franka Potenter, Chris Cooper et Brian Cox. Et Clive Owen. Donc c'est Universal Pictures qui réalise la trilogie. La Mémoire dans la peau, The Bourne Identity, est un film d'espionnage américano-german-tchèque réalisé par Doug Liman, sorti en 2002. Il est adapté du roman éponyme de Robert Ludlum. Il est constitué le premier volet d'une série cinématographique basée sur le personnage de Jason Bourne, qui est d'ailleurs aussi un roman de Tom Clancy. Il y a eu une première version en 2 téléfilms. À l'époque, c'était sorti pour un acteur connu qui s'appelle Robert Redford, je crois, ou Harrison Ford. Un de mes, je pense que c'est Robert Redford. Et du coup, tout simplement, ça raconte l'histoire d'un agent de la CIA qui fait partie d'un projet secret, Dreadstone, qui perd la mémoire et du coup est poursuivi par le Dreadstone parce qu'il a abandonné sa mission et a échoué. Voilà, donc Matt Damon a été révélé au public pour faire des films d'action, parce qu'il était déjà connu à cette époque-là. Mais c'est vrai que Ma Mémoire dans la peau reste des classiques du genre qui ont révolutionné le cinéma d'action en général. Donc voici ce qu'on conclut un peu les films qui sont sortis en 2001, 2002 et en 98 et en 99 et en année 2000. Le fameux bug de l'an 2000 n'a pas eu lieu à ce moment-là. Donc plein de films. Donc d'ailleurs, moi j'étais plus Seigneur des Anneaux. J'ai kiffé la licence Seigneur des Anneaux. Bon, j'étais pas Harry Potter, j'ai connu plus tard. J'ai accroché plus tard Harry Potter, mais au début j'ai accroché pas du tout. Donc voilà, et Spidey reste bien sûr un de mes films préférés de l'époque parce que tout simplement gros fan de comics, forcément. Et puis bien sûr Matrix, dont on a déjà parlé plusieurs reprises, dont on va reparler aussi très bientôt, comme Spidey, pour les prochains films qui vont sortir au mois de décembre. Donc c'est fini pour ce nouveau numéro de Ciné Rétro. On se retrouvera très bientôt pour un sortie de la semaine avec de nouveaux films, de nouvelles séries que j'aurai choisies pour vous. Donc gardez le fan spirit en vous, être passionné c'est être fan. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la notification pour avoir les prochaines vidéos. Ciao!